Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo, c'est la suite du chapitre qui a été entamé donc il y a quelques jours, chapitre numéro 7 sur l'application des lois de Newton et lois de Kepler. Donc là on va s'intéresser aux lois de Kepler et au mouvement des satellites et des planètes. Alors ces lois de Kepler, comme vous pouvez le constater, datent du début du XVIIe siècle. Et en fait, ce sont des lois empiriques, donc uniquement basées sur l'observation et la déduction faite de ces observations, mais pas sur une théorie. Les observations ne sont pas dues à Kepler lui-même, mais à Tycho Brahe. Donc ça date de la fin du XVIe siècle, et Kepler a donc utilisé tous les relevés de Tycho Brahe pour en tirer trois lois empiriques très importante pour expliquer le mouvement des planètes autour du Soleil et que l'on pourra généraliser bien évidemment à d'autres genres de mouvements. Alors la première de ces lois, c'est la loi des orbites qui nous donne donc des renseignements sur l'allure de la trajectoire. Donc la trajectoire d'une planète n'est pas circulaire mais elliptique comme on peut le voir sur cette représentation-là. On se place bien évidemment dans un référentiel héliocentrique, puisqu'on s'intéresse au mouvement des planètes. Et donc, cette loi nous dit que les planètes décrivent une ellipse autour du Soleil. Alors, quand on dit autour, c'est pas tout à fait comme on pourrait l'imaginer avec le Soleil au centre, puisque le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse. Alors, les foyers de l'ellipse, il y en a deux. Ce sont des points particuliers. Ces deux points, donc il y a une symétrie, elles sont sur le grand axe de l'ellipse, enfin ces deux foyers sont sur le grand axe de l'ellipse. L'ellipse ici est relativement excentrique, c'est-à-dire que le petit axe a une longueur qui est quand même nettement différente du grand axe. Si on se rapproche de l'égalité entre A et B, on se rapproche d'un cercle. Et dans ce cas-là, les deux points F et F' se rapprochent l'un de l'autre pour coïncider à cet endroit-là lorsque petit a égale petit b, lorsqu'on a un cercle. Donc ça a le même fonctionnement, la même propriété que le centre, mais on ne parle pas évidemment du centre d'une ellipse. Donc le Soleil se trouve sur l'un de ces deux points lorsque la planète circule selon la trajectoire elliptique qui est décrite ici. Donc voilà la première loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler, c'est la loi des aires. Alors la loi des aires nous dit que le segment qui relie la planète au Soleil décrit des aires égales pendant des durées égales. Concrètement, ça veut dire quoi? Si on regarde le schéma qui est représenté ici, imaginons donc le Soleil qui est donc au niveau de l'un des foyers de l'ellipse. La planète, admettons qu'à l'instant T1 soit au niveau du point B. Si on l'observe à une date delta t ultérieure, donc la planète a parcouru l'arc d'ellipse BC, et le segment qui relie donc la planète au Soleil a décrit toute cette aire A1 qui est ici. Si maintenant on attend que la planète soit pratiquement de l'autre côté de son ellipse, au niveau du point D, donc à la date T2, on attend la même durée delta t, donc on arrive à T2 plus delta t, on voit que la planète a parcouru un arc d'ellipse DE, et l'aire qui a été balayée, c'est l'aire A2. Et bien, la deuxième loi de Kepler, loi des aires, nous dit que ces deux aires, A1 et A2, sont absolument identiques. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. Et ça a une conséquence assez évidente, c'est que bien évidemment, lorsque la planète est plus proche du Soleil, le rayon vecteur est beaucoup plus petit, et donc pour que les deux aires A1 et A2 soient identiques, il faut que la planète parcourt un arc qui est beaucoup plus grand que lorsqu'elle est éloignée. Autrement dit, quand la planète est plus proche du Soleil, elle voyage plus vite, elle avance plus vite. Lorsqu'elle est plus éloignée, elle va moins vite. Enfin, la troisième loi de Kepler, qui est la loi des périodes. Donc elle nous renseigne sur le temps que met la planète pour faire le tour du Soleil. Eh bien, il y a une formule assez complexe qui régit tout ça. Et cette relation, c'est que le carré de la période, divisé par le cube du demi-grand axe, est égal à une constante. Alors le demi-grand axe, pour, petit rappel, ça c'est le grand axe, voilà, qui est ici, et donc ce grand axe, ce demi-grand axe, pardon, il intervient
dans la relation de la troisième loi des périodes, T2 sur A au cube est égal à une constante. Donc ça, c'est ce qu'avait réussi à prouver Kepler grâce à ses calculs basés sur les observations de Tycho Brahe. Ces trois lois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne se limitent pas bien évidemment au mouvement des planètes autour du Soleil, mais ça peut marcher aussi dans le cas d'un satellite qui tourne autour de la Terre, que ce soit le satellite naturel, la Lune, ou bien des satellites artificiels qu'on a pu lancer depuis. Nous allons maintenant étudier plus particulièrement le mouvement de certaines planètes, certains satellites, avec la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, et on va voir donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence. En se plaçant dans un cas simple et cas particulier, c'est qu'on a une trajectoire circulaire. Donc on s'intéresse à un satellite de masse m, qu'on assimile à un point, qui tourne autour de la Terre. La Terre a une masse mt, son centre est O, et donc on considère que la distance OS est constante, autrement dit qu'il y a bien un mouvement circulaire. Le référentiel, on vient de le dire, c'est un référentiel géocentrique, puisque on s'intéresse à un mouvement autour de la Terre, le système c'est le satellite. Le repère d'espace, c'est un repère qui est lié au satellite, puisqu'on a un mouvement circulaire. On rentre dans le cas qu'on avait étudié dans le chapitre précédent, dans le cas des mouvements circulaires. C'est plus simple d'étudier le mouvement avec un repère qui bouge en même temps que le mobile, plutôt que d'avoir un repère fixe au XY. Là, on a un repère donc, dont l'origine est le satellite, et deux vecteurs unitaires, un vecteur tangent T, voilà, qui suit le mouvement, et un vecteur normal qui pointe donc vers le centre de la trajectoire, centripète. Le bilan des forces extérieures. Donc si on s'intéresse au satellite qui tourne autour de la Terre, la seule force qu'il subit, c'est bien sûr l'attraction générée par la Terre. Donc la force exercée par la Terre sur le satellite est égale à la constante universelle de gravitation, multipliée par la masse du satellite par la masse de la Terre, divisée par la distance qui les sépare au carré, et ceci multiplié par un vecteur unitaire, hein, puisque là j'ai une relation vectorielle, et donc on a bien une force qui va être collinéaire au vecteur n, donc normale et centripète. On va maintenant pouvoir exprimer le premier vecteur dans notre raisonnement, qui est le vecteur accélération, puisque si on applique la deuxième loi de Newton dans le cas simple où la masse est constante, et c'est bien le cas ici, la masse du satellite est constante, on tombe sur l'expression simplifiée de la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération, sachant que l'accélération, si on la projette dans la base dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il y a une coordonnée tangentielle, une coordonnée normale. Donc, la coordonnée tangentielle fois le vecteur unitaire tangentiel, plus une coordonnée normale fois le vecteur unitaire normal. Ces deux expressions de AT et AN, nous les avons vues dans le chapitre précédent. Donc, l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse. L'accélération normale est égale à la vitesse au carré divisée par le rayon, petit r. Donc, d'après la deuxième loi Newton, puisqu'il n'y a qu'une seule force appliquée que l'on vient de citer, la force exercée par la Terre, la voilà. Donc j'obtiens la force, la seule unique force est égale à ma. Je peux simplifier par petit m, et ainsi je vais avoir l'expression du vecteur accélération. Sachant que le vecteur accélération, je peux le décomposer comme une composante tangentielle et une composante normale. J'arrive donc à cette expression-là. L'expression de la force qui vient d'ici est égale au vecteur accélération. Il n'y a plus le petit m, ça a été simplifié. Donc égale à dv sur dt fois le vecteur unitaire t plus v carré sur r fois le vecteur unitaire n. J'ai donc une égalité vectorielle. À gauche, je n'ai qu'une seule coordonnée, une coordonnée normale, alors qu'à droite, j'ai les deux coordonnées. Donc, puisque ces deux expressions vectorielles sont égales, chacune des coordonnées est égale. Donc, par identification, je peux écrire d'une part que, eh bien, suivant le vecteur tangentiel, de ce côté-là, j'ai dv sur dt. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Au niveau tangentiel, j'ai rien du tout. Donc, dv sur dt égale 0. Et
Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que la valeur de la vitesse, si je la dérive, elle est nulle. Autrement dit, la valeur de la vitesse est constante. On a un mouvement qui est uniforme. Le point de départ de notre raisonnement, c'était un mouvement circulaire. Eh bien, on vient de démontrer que s'il est circulaire, il est forcément uniforme. Et grâce maintenant à l'identification des coordonnées normales, donc là, suivant le vecteur n, j'ai ça, gmt sur r carré. Suivant le vecteur n de l'autre côté de l'égalité, j'ai un v carré sur r. Donc j'égale les deux. Je vais isoler la vitesse, donc v carré égale gmt sur r, et donc la vitesse est égale à la racine carrée de gmt sur r. G, c'est une constante, la constante universelle de gravitation. Ça, c'est la masse de la Terre qui, bien évidemment, est constante. Et puisque on est parti sur l'hypothèse d'un mouvement circulaire, petit r égale constante. Autrement dit, j'ai ici une vitesse qui est bien constante et j'en ai son expression qui me permettra de la calculer. Donc on confirme bien qu'on a un mouvement qui est circulaire et uniforme. Pour terminer, on va parler de la période, c'est-à-dire le temps que met le satellite pour faire le tour de la Terre. Puisqu'on vient de démontrer que le mouvement était circulaire et uniforme, eh bien, j'ai le droit d'utiliser la formule V égale D sur T, une distance divisée par une durée. On a un mouvement uniforme. La distance parcourue, c'est le périmètre du cercle, donc 2π fois le rayon. Et le temps que met le satellite pour faire un tour, c'est ce qu'on appelle la période. Donc V égale 2πr sur T. Si j'élève cette expression au carré, je tombe sur cette expression-là. Alors pourquoi j'élève cette expression au carré? Parce que juste avant, je viens de trouver une expression de V qui fait apparaître une racine carrée. Donc, d'après ce que j'ai vu avant, V carré c'est gmt sur R. Du fait que le mouvement est circulaire et uniforme, j'ai V carré égale cette expression-là. Je vais égaler ces deux expressions et j'arrive ainsi à 4π carré r carré sur t au carré égale gmt sur R. Alors vous voyez qu'il y a un r au carré et un r, donc je vais les réunir et ça va me donner un 4π carré r cube égale gmt fois t carré, je vais y arriver. Et donc, qu'est-ce que ça me donne si je modifie un peu cette expression-là? T au carré sur r au cube égale 4π carré sur gmt. Et ça nous fait penser très très étrangement à la troisième loi de Kepler, qui nous disait que t carré sur a au cube est égal à une constante. Donc évidemment, quand on a un mouvement circulaire, le demi-grand axe, c'est le rayon du cercle, donc a égale r, et tout ça, c'est bien égal à une constante. Alors ce qui est très intéressant, on le verra dans les exercices, c'est que cette constante, en fait, elle dépend d'une chose importante, qui est la masse de la Terre. Donc si on connaît la période, et si on connaît la distance, enfin le rayon du cercle, on peut en déduire la masse de la Terre. Voilà une méthode qui permet de peser certains astres, ceux qui ont des satellites. Alors, je reprends donc le titre du paragraphe, la expression de la période. Pour avoir l'expression de la période, eh bien, on va multiplier par r au cube des deux côtés et on va en prendre la racine carrée. Donc voilà une expression de la période. Rien n'est encadré dans tout ce qu'on a pu voir là dans ce paragraphe. Ce ne sont que des raisonnements qu'il faut savoir refaire en fonction des questions posées, mais il n'y a pas de relation à donner telle qu'elle et à apprendre. Pour finir, une petite remarque. Dans l'expression qui est donnée ici, on voit apparaître un petit r. Le petit r, c'est la distance qui sépare le centre de l'objet, donc ici le centre du satellite, avec le centre de l'astre attracteur, centre de la Terre par exemple. Et bien dans le cas des satellites autour de la Terre, parfois on parle de l'altitude d'un satellite. Et l'altitude d'un satellite, notez h ici, c'est la distance entre la surface terrestre et ce satellite. Or, dans l'expression ici, attention, ça n'est pas cette distance-là qui apparaît, mais c'est le r qui correspond à la distance entre O et S. Donc parfois, on verra apparaître non pas un r au cube, mais un rt plus h au cube, sachant que rt plus h, c'est bien la distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite.
Voilà, ça arrive dans quelques exercices, et notamment des satellites géostationnaires pour lesquels on demande de retrouver donc l'altitude H d'un satellite géostationnaire. Donc on a ces exercices qui ont des petites variantes au niveau de l'expression. Donc ça, on aura l'occasion de le rencontrer. Donc voilà pour cette fin de chapitre. Bon courage pour la compréhension de tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Et on aura l'occasion donc de s'entraîner sur des exercices pour parfaire vos connaissances. Voilà, à très bientôt.